Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, donc très grand honneur et très grand plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui à l'École des Chartes pour la présentation de votre dernier ouvrage là, qui est ici, paru chez Drose cette année même. Quelques mots d'abord sur vous-même, avant de revenir très rapidement sur l'ouvrage lui-même. Donc vous êtes ici chez vous, puisque vous êtes un ancien archiviste paléographe de la promotion 1976. Alors, c'était pas le même lieu, mais l'âme de l'école reste, malgré son déplacement. Et puis, on retrouve une histoire plus longue dans le lien aussi avec la Bibliothèque nationale de France à proximité immédiate. Une thèse d'école qui portait sur les grands maîtres des eaux et forêts de France de 1689 à la Révolution. Et vous êtes également ancien membre de l'École française de Rome. Historien moderniste, vous avez consacré une thèse de doctorat d'État au Grand-Duché de Toscane sous les Médicis, thèse parue en 1990, et vous êtes spécialiste de l'Italie et du politique à l'époque moderne, à travers notamment l'étude des institutions, de la fiscalité, des pratiques diplomatiques. Vous êtes directeur d'études honoraires de l'EPHE, PSL aujourd'hui, que vous avez également présidé de 2006 à 2011. Et autre lien aussi institutionnel avec nous, vous avez également accompagné la création de l'établissement public Campus Condorcet, dont l'école est membre fondateur justement sur ces fonds baptismaux jusqu'à l'inauguration du chantier bâtimentaire de 2016. Puisque l'établissement lui-même a ouvert ses portes en septembre 2019. Et l'école, d'ailleurs, y a mis très vite ses premières équipes. On a été parmi les premiers à être au campus Condorcet. Donc c'est un projet qui nous est très cher et qui continue à l'être aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous rappelez dans votre avant-propos, là, que j'ai eu le temps de regarder tout à l'heure, finalement, en quoi cette expérience politico-administrative vous a inspiré en partie l'ouvrage dont vous allez nous parler ce soir. Donc ce soir, c'est de diplomatie européenne à l'époque moderne que vous venez nous parler, sous un angle particulièrement original et un des aspects sans doute les moins explorés de l'activité essentielle à l'exercice d'une autorité politique, qui est justement ce rapport au temps, au singulier et on pourrait dire au pluriel, la maîtrise du temps par les acteurs de la diplomatie humaine, mais aussi des différents temps qui se croisent et dont il convient de prendre compte dans cet exercice compliqué de la diplomatie. Que ce soit pour les ambassadeurs eux-mêmes, mais aussi pour l'ensemble des interlocuteurs, agents qui interagissent sur ce sujet. Alors évidemment, on était dans une autre époque qu'aujourd'hui, avec aussi un rapport à la temporalité qui est sans doute assez différent, où les choses maintenant vont très vite. Ça change évidemment le rapport que la diplomatie a aujourd'hui avec le temps. Il n'y a pas Internet, des moyens de communication accélérés. Mais cela dit, il y avait aussi des problématiques de rumeurs et cette question aussi de la correspondance par courrier. Et puis le rôle des ambassades qui reste quand même encore aujourd'hui central. Et c'est pourquoi, finalement, toutes ces réflexions sur cette période passée peuvent aussi donner un éclairage sur la période actuelle et finalement cette incertitude par rapport au temps, à la fois dans la compréhension du temps des différents acteurs, mais aussi cette projection vers le futur incertain. C'est un peu le rôle des télégrammes diplomatiques de à la fois dire ce qu'est la situation présente, de pouvoir donner un éclairage par sa connaissance du terreau, mais aussi d'essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que ça, l'aide politique, en tout cas, c'est ce qui est demandé aux ambassadeurs, que de réussir à donner une interprétation de ce qui peut-être s'envisager. Et donc, finalement, c'est que ces problématiques très présentes sont décrites à travers votre ouvrage. Et donc, avec grande impatience, je suis sûr que toutes les personnes ici vont pouvoir vous écouter. Un grand merci encore
pour votre présence parmi nous ce soir. Et je vous laisse immédiatement la parole. Et encore toutes mes excuses pour ne pas pouvoir rester davantage. Mais l'assistance est là, et en particulier les AP, assez nombreux ce soir, auront un grand plaisir à vous écouter. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général, pour ces mots d'introduction. Et merci à l'École des Chartes de me donner la possibilité de m'exprimer ce soir devant vous. Merci aussi à l'assistance d'être venu, le courage, en dépit des éléments déchaînés et défavorables, de rejoindre l'École des Chartes dans ce que je considère comme son nouveau siège de la rue de Richelieu, puisque moi j'appartiens à une autre époque. Mais l'École des Chartes était ailleurs, depuis un certain temps. Je parlerai donc ce soir de diplomatie, mais d'une diplomatie qui n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Même si le nom est le même, la chose est en fait très différente au XVIIe siècle de ce qu'elle est au XXIe siècle. Le micro, ça va? Ah oui, vous deviez me donner ceci, voilà. Eh bien écoutez, donnez. Alors, je dois le passer autour de mon cou, c'est ça? Voilà, comme ça, c'est bien. Bon. Alors, à l'origine de cette conférence et du livre que je viens de publier chez Drose, se trouvent effectivement, comme cela a été dit, des observations que j'ai faites dans un contexte aussi étranger à l'histoire moderne qu'à celle de la diplomatie. Ce contexte, c'est celui du projet de campus Condorcet, dont j'ai eu la responsabilité pendant un certain nombre d'années, dans le cadre duquel j'ai été amené à constater l'importance décisive de la structuration, de l'appréhension et de la gestion du temps pour l'action. De cette expérience, très éloignée de la diplomatie, de la recherche, est née l'idée de la recherche d'histoire dont je voudrais parler ce soir, qui croise précisément l'histoire du temps et l'histoire de la diplomatie. Mon propos est en premier lieu d'histoire du temps. Il consiste à aborder cette histoire à l'échelle et du point de vue assez négligé par l'historiographie des acteurs individuels, et donc de porter principalement l'attention sur leur temporalité et sur les modalités temporelles de leur action. Le champ qu'en second lieu, j'ai choisi comme terrain d'enquête est la diplomatie, et plus précisément la diplomatie à l'époque moderne, qui se prête effectivement à des études conduites dans la perspective des acteurs, et qui, en ce qui concerne le temps, restait un domaine encore largement à défricher, en dépit de quelques pages tout à fait éclairantes qui m'ont été consacrées, jadis et naguère, par Lucien Belli, puis par Bertrand Hahn. J'ai formé donc le projet d'une enquête sur le temps de la diplomatie, conduite à l'échelle des acteurs et centrée sur l'époque moderne. Cette enquête se développe dans plusieurs directions, 3 directions. La première a trait à la structuration du temps. Elle porte à placer au premier plan les notions de durée et de pluritemporalité. Et elle conduit à se demander dans quel temps, au pluriel, les acteurs, en l'espèce des envoyés diplomatiques et des négociateurs, vivaient et agissaient, et comment ces temps s'organisaient et se structuraient. La deuxième direction a trait à l'expérience du temps. Elle valorise l'instant, et plus précisément le présent des acteurs. Elle conduit à mettre l'accent sur la discontinuité plutôt que sur la continuité des temps. Elle vise l'événement et porte notamment à se demander comment, en réaction à l'événement et dans l'immédiateté de leur présent, les acteurs construisaient et reconstruisaient leur passé et leur futur. Enfin, la troisième direction que j'ai suivie vise l'action, qui engage la durée et survient dans l'instant. On se demandera alors comment, dans la succession des présents,
les acteurs faisaient usage des temps qui s'inscrivent dans la durée comme l'une des ressources possibles de l'interaction sociale, à l'œuvre aussi bien dans des pratiques visant à accoucher le futur que dans des récits permettant de mettre en intrigue l'action passée. J'ai parcouru ces trois directions, structuration, expérience, action, en prenant pour objet d'enquête plusieurs personnages et plusieurs négociations échelonnées du XVIe au XVIIIe siècle. Toutefois, ce soir, pour simplifier la présentation, je n'en retiendrai qu'un, Gabriel de Guillerag. C'est un personnage qui est connu surtout en littérature, comme l'auteur présumé des lettres portugaises. Un magistrat bordelais, attaché au prince de Conti, il est venu à Paris après la mort de son protecteur, s'est introduit dans les salons aristocratiques, dans les milieux littéraires, dans les grâces du roi. Il connaît alors un grand succès mondain. Il contracte des dettes beaucoup plus grandes encore que son succès mondain. Et pour se refaire, il est poussé par ses amis, à la tête desquels Senglet, fils de Colbert, vers l'ambassade de Constantinople, où il arrive en 1679 et où, malheureusement pour lui, il meurt en 1685, après y avoir passé 6 ans, après avoir été le témoin distant du siège de Vienne par les Turcs en 1683, et aussi le protagoniste de 2 affaires de moindre importance, même si sur le moment elles firent du bruit. Une querelle de cérémonial, comme il y en avait alors beaucoup, la querelle du sofa, qui retarda les audiences d'arrivée de Guillerag jusqu'à la veille de sa mort, et le bombardement de navires corsaires tripolitains réfugiés dans le port alors ottoman de l'île de Chios par la flotte de Duquesne, ce qui provoqua une tension passagère mais assez aiguë entre la Sublime Porte et le roi très chrétien. Alors, quelques mots pour commencer dans un premier temps sur la question de la structuration. La correspondance de Guillerag, qui me sert ici de source, fait émerger de nombreux temps qui, rassemblés, constituent ce que j'ai appelé la temporalité de l'ambassadeur. Quels sont ces temps? Ce sont d'abord les temps des calendriers, celui des chrétiens d'Occident et celui des Turcs, et le temps des horloges. Ces temps fournissent le cadre nécessaire pour situer les événements les uns par rapport aux autres, se repérer dans la correspondance et informer ses lecteurs, par exemple, de la durée d'un entretien. Mais ces temps ne sont pas les plus importants. Le temps de l'horloge, en particulier, n'est pas le temps de la diplomatie des temps modernes, comme il l'est pour d'autres milieux beaucoup plus réglés, l'école, le monastère ou la manufacture. À Constantinople, on offre, c'est vrai, des horloges et des montres au sultan et à ses ministres, mais le temps des horloges n'est pas un ingrédient essentiel des négociations. Le temps des calendriers permet d'ordonner la temporalité de l'ambassadeur. Le temps de la gloire du roi l'oriente. Ce temps-là, le temps de la gloire du roi, est constitué par la réitération et l'amplification ininterrompue des hauts faits du monarque, ou pour s'exprimer avec Racine, par l'enchaînement continuel de faits merveilleux qui ne peut pas ne pas caractériser son règne. Événementiel, toujours ascendant, ce temps de la gloire du roi sous-tend les panégyriques du souverain. Il évoque moins le temps cyclique de Polybe ou le temps linéaire du progrès qu'une sorte de temps spirale qui revient sans cesse sur lui-même tout en s'amplifiant. Il est imaginaire, plus que réel, mais le devoir de l'ambassadeur, en l'espèce Guillerag, est de le réaliser et de l'abonder, ou à tout le moins de contribuer à l'abonder par de nouveaux événements. Et ce, d'autant plus que, pour suivre toujours Racine, l'ambassadeur n'est que le messager de la parole irrésistible de son maître. Donc, ça doit marcher. Un autre temps qui, comme le précédent, joue un grand rôle dans la temporalité de l'ambassadeur est le temps du patronage.
propre à la relation personnelle qui l'unit au roi. Ce temps consiste en une succession de prestations et de contre-prestations. D'un côté, les services rendus par Guillerag, dont le plus signalé sera de réaliser le temps de la gloire, et de l'autre, les grâces du maître, qui récompensera son serviteur. Ce temps, à la différence de celui qui précède, n'oriente pas. Il crée un rythme qui ne doit pas être interrompu. Il n'a pas de vitesse préfixée. Le roi n'a pas de délai pour récompenser son serviteur, qu'il peut faire attendre pendant des années. L'oubli, en conséquence, menace le temps du patronage, surtout lorsque, comme Guillerag, on est loin du maître. L'oubli, écrit-il significativement, l'oubli me paraît une mort. Le temps de la gloire du roi et celui du patronage sont appelés à se réaliser à l'intérieur d'un temps qui n'ordonne pas, qui n'oriente pas, qui ne rythme pas, mais qui marque des limites. Ce temps est le temps de la mission, borné par le départ de Guillerag de France et par sa mort à Constantinople. L'expérience montre que dans le cas de Constantinople, précisément, où les ambassadeurs peuvent rester des années, ce temps est souvent long, mais il reste incertain, dans sa durée comme dans les modalités de sa fin. Rappel ou mort du principal intéressé, ce qui n'est pas si rare à Constantinople au XVIIe siècle. Les lettres de Guillerag montrent que ce temps de la mission est générateur d'angoisse, de s'éterniser et d'être oublié, de partir avant l'heure, sous l'effet d'une disgrâce qui romprait le fil du temps du patronage, ou de mourir sur place. Or, dès son arrivée, Guillerag est malade. L'accomplissement de la mission met en mouvement les temps des communications, dont les deux principaux intéressent les échanges avec la France et à Constantinople, les échanges avec la Porte. Les correspondances avec la France se comptent en mois, qu'on passe par terre ou par mer. Les échanges avec la Sublime Porte, en revanche, peuvent se compter en heures. Ces temps sont donc par définition désaccordés. Ils sont aussi inégalement élastiques. On peut, selon les circonstances et ses intérêts, accélérer ou faire traîner un échange à Constantinople, où l'espace n'est pas un obstacle. Mais on ne peut pas raccourcir à volonté un échange avec la France, qu'en revanche, des vents contraires peuvent prolonger longtemps. Enfin, ces temps des communications, quoique mal accordés, sont aussi, et malheureusement peut-être, solidaires, avec des risques de tension. Si les communications lointaines se ralentissent, au moment précis où les communications proches s'accélèrent. C'est ce qui se produit après le bombardement de Kio, lorsque les liaisons avec la France sont pratiquement coupées, alors que l'ambassadeur doit répondre sans attendre aux pressions des Turcs. Enfin, les affaires traitées dans les limites du temps de la mission ont elles aussi leur propre temps, qui réunis forment l'agenda de l'ambassade, ou si l'on préfère, le temps de l'ambassade. Ces temps des affaires, de cérémonial, politique, commercial ou de religion, ces temps des affaires sont inégalement tributaires du temps des communications à proportion de l'espace sur lequel ils se déploient. Ils sont plus ou moins susceptibles de réaliser le temps de la gloire, ce qui les rend inégalement intéressants pour Guillerag. Enfin, ils avancent simultanément, mais selon des agendas et des rythmes différents. Ils peuvent être pensés indépendamment, comme autant de canaux parallèles, mais en fait, ils sont solidaires et en interaction entre eux, se conditionnent, se stimulent et éventuellement se bloquent mutuellement en fonction d'événements auxquels ils sont inégalement exposés. La nouvelle du bombardement de Kio, par exemple, les met tous en suspension. À tout cela s'ajoute un temps distant que l'ambassadeur a tout intérêt à investir, le temps de la presse en France. Ce temps est réglé, puisque la Gazette paraît toutes les semaines et le Mercure chaque mois. Il se déploie, c'est ce qui fait son intérêt, à travers le
public, des journaux sur un espace à la fois étendu et lointain. Investir ce temps revêt un intérêt stratégique, car c'est le moyen d'exister encore au présent, là où justement on n'est plus, et ainsi de conjurer l'oubli tout en faisant connaître la réalisation du temps de la gloire, si par chance elle a bien eu lieu. Guirag, de ce côté-là, est bien placé, car il a été l'un des rédacteurs de la Gazette de France et il est l'ami de Donneau de Visé, directeur du Mercure. Considérez tous ces temps de façon synthétique, dans leur distinction et dans leur articulation mutuelle, c'est saisir ce qu'était dans sa complexité la temporalité de l'ambassadeur, ainsi que la situation dans laquelle cette temporalité le plaçait. On voit en premier lieu que Guirag n'est pas dans le temps, mais qu'il est bien plutôt enchevêtré entre un grand nombre de temps, et que cet enchevêtrement est d'autant plus problématique que ces temps ne se déploient pas sur les mêmes espaces, n'avancent pas à la même vitesse, se conditionnent et éventuellement se bloquent les uns les autres, et enfin ne se synchronisent pas naturellement. On voit aussi que conséquemment, l'ambassadeur est mis au défi de la navigation entre les temps, ce qui fait de ces négociations un art of timing, ou encore un art d'agir à propos, ou en tout cas pas à contretemps. La maîtrise de cet art est pour l'ambassadeur le moyen de se rendre maître des horloges, pour employer une expression qui a beaucoup circulé ces dernières années, ou pour parler comme Torquato Tasso, signore dei tempi e delle occasioni, seigneur, maître des temps et des occasions. Elle est conséquemment, cette maîtrise, l'une des conditions de son succès. Pas la seule, mais l'une des conditions de son succès, ou si l'on préfère, un moyen de faire en sorte que le temps des affaires réalise celui de la gloire, tout en stimulant le temps du patronage. Pour atteindre ce succès, Guirag, comme tout envoyé, peut tenter d'avancer sur trois voies, qui sont les trois modes de ce que j'ai appelé sa production temporelle. Le premier défi que doit relever l'ambassadeur est de produire, jour après jour, des vues perspectives sur le futur, nécessaires pour agir à bon escient sur les temps, en s'aidant à la fois d'une vision tirée de l'expérience passée et des nouvelles recueillies au présent. Le deuxième défi que Guirag doit relever est d'agir de façon projective, avec à propos, et en tenant compte de ce que Machiavel aurait appelé la qualité des temps, de se conduire donc selon les temps, comme l'écrivait un ambassadeur à Catherine de Médicis, et à cette fin, de manipuler de façon efficace, éclairée par la vertu de prudence, les différents temps entre lesquels il est enchevêtré, les priorisant, accélérant, ralentissant, reliant, synchronisant, scénarisant, de façon à produire l'effet recherché, tout en évitant d'être la victime des manipulations symétriques auxquelles se livrent ses interlocuteurs. Enfin, le troisième défi que doit relever Guirag est de mettre en accord, de façon rétrospective, le devoir-être du temps imaginaire de la gloire avec l'avoir-été du temps de l'expérience tel qu'il résulte des événements. C'est alors du temps narratif qu'il s'agit, à l'œuvre dans certaines des dépêches de l'ambassadeur, lequel s'efforce de mettre en intrigue ce qui est déjà advenu, de façon à réconcilier ces deux plans du devoir-être et de l'avoir-été qui ne coïncident pas forcément. Première direction, donc, la production de vues perspectives sur le futur. Lorsque nous voyons Guirag arriver à Constantinople en 1679, nous savons, nous, en 2024, bientôt 2025, non seulement qu'il mourra, le pauvre homme, avant la fin de sa mission, mais aussi qu'il assistera de loin au siège de Vienne par les Turcs en 1683, et qu'il aura bien du mal à se dépêtrer de l'affaire du Sofa comme de celle du bombardement de Kyo. Lui, bien sûr, ne sait rien
de tout cela. La suite de l'histoire, par définition, lui échappe. Sa condition, en fait, est de vivre dans l'incertitude sur le sens de ce qui lui arrive, sur ce qui va arriver demain, et sur ce que les autres vont faire en réaction à ce qui arrivera demain. Pourtant, à Versailles, ce qu'on attend de l'ambassadeur, ce n'est pas qu'il donne des nouvelles du passé, qui ne concerneraient que le passé, et n'intéresseraient que des érudits ou des historiens, mais bien des nouvelles qui, quoique nourries par le passé immédiat, fournissent un éclairage sur le futur, des nouvelles du futur, en quelque sorte, qui aident à percer l'opacité de ce dernier et secondent le roi dans la conduite de sa politique. Le souci du futur est en conséquence une dimension permanente de l'expérience du temps de Guirag, sans doute aussi de l'expérience des autres envoyés. Et la réduction de l'incertitude, un objectif opiniâtrement poursuivi. Pour réduire l'incertitude et produire des vues fiables sur le futur, Guirag ne recourt pas à l'astrologie, comme l'auraient fait à la fin du XVe siècle les Sforza. Il évalue et éventuellement fait sienne des annonces qu'il a reçues et surtout, il bâtit des pronostics et ainsi recourt à une pratique dont Reinhard Koselleck, dans Futur Passé, a souligné l'importance pour les siècles centraux de l'époque moderne. Dans les lettres de Guirag, ces pronostics trouvent leur fondement dans deux sources. D'une part, des nouvelles reçues au jour le jour, mais dont le propre est de changer de jour en jour. Et d'autre part, une vision applicable à ces nouvelles, en entendant par là les clés d'interprétation que Guirag, ses prédécesseurs à Constantinople, les Drogmans qui travaillent avec lui, ont tirées de leur expérience passée. Et à travers le prisme desquels les implications des nouvelles pour le futur peuvent être dégagées. Dans le cas de Guirag, cette vision fait peu de place aux histoires, qui sont, écrit-il, de très méchants moyens de savoir les vérités importantes aux États. Elle repose plutôt sa vision sur la connaissance du passé récent, immédiatement récent, de la politique, et sur l'observation du présent. Elle inclut, entre autres, et ce point est important pour la suite, l'idée que les armées du sultan ne s'engageront jamais simultanément sur deux fronts, et que le grand seigneur ira renforçant son influence sur la principauté voisine de Transylvanie. Mais ce qui surtout distingue la vision de Guirag, c'est son caractère profondément négatif, en ce qui concerne à la fois le temps historique dans lequel l'Empire ottoman est engagé, temps pour lui déclinant, opposé au temps ascendant du royaume de France, le temps politique du sérail, qui serait, selon lui, marqué constitutionnellement par la discontinuité et l'instabilité, et irait donc nécessairement de crise en crise. Le rapport au temps des Turcs, qui, explique-t-il, sont otages du présent et aussi incapables de maintenir des engagements passés que de se projeter stratégiquement dans le futur, et qu'il s'agisse enfin du trend, si je puis dire, de la politique ottomane de l'empereur Léopold de Habsbourg, qui, pense-t-il, sera toujours porté à reculer devant les Turcs parce qu'ils surestiment, à tort, leur puissance. La production de pronostics, et donc de vues sur le futur, se situe donc au croisement de l'éphémère des nouvelles et d'une vision inscrite dans la durée. Cependant, cette vision ne permet pas toujours de trancher. S'il est, par exemple, convaincu que le sultan ne déclenchera pas un conflit sur deux fronts, les nouvelles qu'il reçoit, Guirag, sont souvent trop contradictoires ou trop équivoques pour lui permettre de dire si le sultan attaquera la Russie, la Pologne ou la Hongrie. En outre, un hiatus peut se manifester entre ce que la vision de Guirag lui conseille de prévoir et ce que les nouvelles lui paraissent annoncer.
et qui semble sortir du possible délimité par l'expérience. Se pose alors une question cruciale. Les nouvelles, lorsqu'elles dérangent, doivent-elles conduire à revoir la vision, ou la vision doit-elle s'imposer aux nouvelles? Faut-il, en d'autres termes, replier le futur sur le passé, ou au contraire, admettre la possibilité d'un futur radicalement nouveau? Guirag penche plutôt pour la première de ces options. Dans ses dépêches, donc, la capacité prédictive de la vision l'emporte sur la capacité disruptive de l'événement. Que vaut le résultat? Le lexique utilisé par Guirag pour qualifier ces pronostics montre que de son propre avis, ils sont moins de l'ordre du certain que de celui de l'apparence. Ils réduisent, certes, l'incertitude, mais ils ne permettent pas de la surmonter, en raison à la fois du désordre des nouvelles qui se succèdent, mais souvent ne se confirment pas, et de la pluralité d'évolutions suggérées par la vision sur laquelle l'ambassadeur s'appuie, qui ne permet pas de trancher. Aussi, sur beaucoup de sujets, Guirag avance dans les ténèbres, et de dépêche en dépêche, erre d'une hypothèse à une autre. Ainsi, il prévoit tantôt une guerre en Hongrie, tantôt en Pologne, et pronostique un jour le renversement du prince de Transylvanie, Jean Apafi, par ses ennemis, et peu après l'échec de ces mêmes ennemis, et enfin le passage de la principauté sous le contrôle direct du grand vizir. Le futur, en d'autres termes, fait de la résistance. Et la fabrique des pronostics reste une fabrique des apparences, constamment exposée au risque du démenti. Ce risque du démenti se concrétise en particulier en relation avec le point sur lequel Guirag est le plus affirmatif, l'éventuel conflit entre le sultan, Mehmed IV, et Léopold de Habsbourg, et surtout l'issue probable de ce conflit. À ce sujet, la vision de Guirag est fondée sur l'idée que ce qui est advenu il y a bientôt 20 ans ne peut pas ne pas se reproduire. Les Turcs, estime-t-il, n'ont aucune pensée stratégique. Ils se limiteront, cette fois encore, à des opérations limitées et désordonnées en Hongrie. Ils y seront battus. Mais Léopold de Habsbourg, inconscient du déclin et de la faiblesse militaire de l'Empire ottoman, consentira malgré tout, et contre tout bon sens, à une paix prématurée et désavantageuse, comme il l'a déjà fait à Vasvar en 1664. Pas de chance. Les faits, le moment venu, sont à rebours de ces prévisions. Pour autant, l'ambassadeur n'en démord jamais. Même après le siège de Vienne, même après la défaite des Turcs au Kahlenberg, il continue de croire à une paix précipitée et de l'annoncer de dépêche en dépêche. Ainsi, sur ce point, l'art du pronostic se transforme de façon quelque peu paradoxale en une sorte de déni du futur. Avec le futur, Guirag entretient donc un rapport à la fois nécessaire, obsédant et insatisfaisant. Ceci me conduit à m'interroger, pour en finir avec ce premier point, sur le statut narratif des dépêches que, mois après mois, il envoie à Versailles. On pourrait voir en elles, dans ces dépêches, comme cela a été écrit de façon plus générale pour les dépêches diplomatiques, une sorte de récit continu. Mais cela, en fait, n'est possible qu'à condition que nous-mêmes, qui arrivons après coup et connaissons la suite de l'histoire, conférions à ces textes, à partir d'un dénouement désormais advenu et connu, une cohérence narrative portée par une intrigue. Nous pourrions alors conclure que les lettres de Guirag relèvent de ce que Paul Ricoeur, dans Temps et Récit, appelle la configuration narrative, et que, ceci étant, elles sont bien de l'ordre du récit. Mais, et cette réserve est
importante, ce récit serait plus celui que nous aurions nous-mêmes composé en lisant les dépêches que celui que l'ambassadeur aurait voulu composer en les rédigeant. Il en va différemment si, au lieu de lire les dépêches en partant de notre présent, dans lequel ce qui était futur pour Guirag est devenu passé pour nous, on les lit en se projetant dans la position de l'ambassadeur. Si, en d'autres termes, on ne part pas du dénouement en regardant vers le passé, mais bien du présent de Guirag en regardant vers le futur, et en s'exprimant, comme lui, au futur, ce que dans mon livre, j'ai fait. Alors, les dépêches ne sont plus réunies par la trame d'une intrigue qui leur donnerait une cohérence narrative. On est au contraire frappé par l'absence d'intrigue. On est plus précisément, pour utiliser un autre terme auquel recourt Paul Ricoeur, dans l'ordre de la préfiguration narrative, antérieure à la mise en intrigue, et donc au récit proprement dit. Ce qui se présente, ce n'est plus une suite d'épisodes qui s'ordonnent en un récit, mais une succession erratique de vues sur le futur, ou plutôt sur des futurs tous transitoires, et pour cette raison sans avenir, que ne relie aucune intrigue et qui sont appelés à s'effacer et à s'abolir les uns dans les autres au fur et à mesure que le présent glissera dans un autre présent. On ne présentera pas alors les dépêches diplomatiques comme cela a été fait, comme un récit continu, mais comme une absence continue de récit, caractérisée par une alternance incessante de bifurcation et d'impasse. On percevra mieux alors le profond sentiment d'inconfort dans lequel l'acteur, en l'espèce Guirag, ne peut pas ne pas se trouver par rapport à un futur dont il a le souci, mais dont il ne possède pas la clé. Guirag, donc, cherche sans cesse à saisir le futur dans le filet de ses pronostics. Mais il ne l'attrape jamais, ou jamais complètement, ou jamais durablement. Est-il plus heureux lorsqu'il manipule les temps dans l'action en vue précisément de produire le futur? J'entends ici, par manipulation des temps, la manière dont, en fonction de leurs objectifs, des circonstances et des mouvements de leurs partenaires, des acteurs en interaction, ici des parties à une négociation, résolvent différentes alternatives de nature temporelle, en anticipant ou spéculant sur leurs réactions mutuelles. Ces alternatives sont, pour donner quelques exemples, entre agir tout de suite, ou plutôt temporiser, voire procrastiner, prioriser les affaires les unes par rapport aux autres, ou tenter de les synchroniser, accélérer, voire précipiter les choses, ou avancer de façon graduelle, fixer une deadline, ou laisser courir les négociations, traiter une affaire à l'intérieur d'un espace-temps proche, ou au contraire ouvrir cet espace-temps, faire levier sur la représentation du passé, ou plutôt sur celle du futur, ou sur les deux, et enfin, sur un plan plus général, agir selon les circonstances de façon essentiellement réactive, ou au contraire, projeter dans l'avenir des scénarios dont il faudra ensuite assurer le bon déroulement. Les deux affaires, à propos desquelles on peut le plus facilement apprécier la mise en œuvre de telles alternatives par Guirag, et simultanément par ses partenaires turcs, sont d'une part l'affaire du Sofa, et d'autre part celle du bombardement de Kyo. La première, l'affaire du Sofa, est, comme je l'ai dit, un conflit cérémonial qui dure presque aussi longtemps que l'ambassade de Guirag et qui gravite autour du droit, contesté par le grand vizir, mais revendiqué et finalement obtenu par l'ambassadeur, qu'aurait le représentant du roi, le jour de son audience formelle d'arrivée, de s'asseoir sur le sofa sur lequel le grand vizir est lui-même assis. La deuxième affaire naît du bombardement par Duquesne, du port et de la ville de Kyo, où les vaisseaux du roi non seulement détruisent des navires corsaires venus de Tripoli, ce qui était leur principal objectif, mais au passage tuent plusieurs centaines de sujets du grand seigneur, endommagent de nombreux bâtiments et décapitent plusieurs mosquées. L'indignation de la Porte
retombe immédiatement sur Guillerag, qui se trouve entraîné dans plusieurs mois de tractation, et pour finir, se voit contraint à une réparation, conçue dans des termes qui, sans être ignominieux, ne sont pas proprement glorieux pour le roi de France. Dans le traitement de ces deux affaires, Guillerag est porté, ou se dit porté, par une remarquable confiance dans le futur, qui le porte à préjuger de sa marge de manœuvre et de l'efficacité de son action, et qui ne le quitte que très temporairement lorsqu'il est mis dans de graves difficultés. Cette confiance est en premier lieu confiance dans ce qu'on pourrait appeler sa grammaire temporelle, c'est-à-dire dans un ensemble de maximes de comportement de nature prudentielle qui sont en quelque sorte la phase opérationnelle de sa vision, et dont, en dépit des déconvenues qu'il subit, il ne remet jamais en cause la validité. Ne pas s'arc-bouter sur le passé, car les Turcs n'en tiennent aucun compte. Ne pas les bousculer au présent, car ils sont susceptibles et facilement violents. En revanche, leur faire craindre le futur, car ils sont profondément couards, mais sans les outrager. Et leur asséner de grands coups qui les feront reculer, plutôt que de petites vexations répétées qui les aigrissent et les rendent dangereux. Miser, en d'autres termes, sur une logique des passions qui consiste à opposer la peur du futur à l'arrogance et à l'avidité dans le présent. Cette grammaire élémentaire est complétée par la conviction de Guillerag que les Turcs, et spécialement le grand vizir, Mehmed Köprülü, sont instables, changeants et incapables d'établir et de mettre en œuvre une stratégie pour le futur, ce qui les rend particulièrement imprévisibles. Il n'est pas possible ici de suivre pas à pas le cheminement particulièrement tortueux des manipulations temporelles qui opposent pendant 6 ans Guillerag et le grand vizir. Leur résultat, toutefois, est assez clair. Entre les deux partenaires, la manipulation des temps tourne plutôt à l'avantage de la Porte, plutôt qu'à celui de l'ambassadeur, qui, de surcroît, doit compter avec le fait qu'en France, le maître des horloges, c'est le roi, et pas lui. Guillerag est certes assez libre de son agenda au début de sa mission, et il en profite pour mettre tout de suite sur la table, plus qu'on ne lui avait demandé, la question pendante en matière de cérémonial. Ce qui, quelques années plus tôt, exemple sans doute intéressant pour lui, a grandement profité à son beau-frère d'Estrade, ambassadeur à Londres, dans le cadre d'un incident mémorable avec l'ambassadeur d'Espagne. Mais ensuite, ce sont le grand vizir et le roi qui prennent le contrôle des temps. Le grand vizir pour l'obliger à négocier d'abord les suites du bombardement de Kyo, et le roi pour faire passer avant le SOFA la facilitation de la campagne que Mehmed Köprülü projette contre Léopold de Habsbourg. Le SOFA, donc, ce ne sera pas tout de suite, comme le voulait l'ambassadeur, mais plus tard, comme le veulent les autres. La priorisation des affaires, en d'autres termes, cesse rapidement de lui appartenir. Guillerag perd aussi rapidement sa capacité de faire avaliser des scénarios. Certes, dans la première année de sa mission, il en fait approuver un pour le règlement de l'affaire du SOFA. Un scénario qui mise sur la peur que susciterait la synchronisation entre, d'une part, l'arrivée à Constantinople de l'aide comminatoire du roi au sultan et au grand vizir, et l'apparition, supposée terrifiante, de l'escadre de Duquesne devant les Dardanelles. Mais après le bombardement de Kyo, qui le prend à contre-pied, l'ambassadeur est en pratique contraint d'agir de façon de plus en plus réactive, sans vraie vue sur le futur, au jour le jour. Les temps s'imposent désormais à lui et pas le contraire. On voit aussi Guillerag tenter à plusieurs reprises de jouer sur la vitesse et le rythme de traitement des affaires. D'abord pour obtenir à l'arraché le SOFA, via la répétition à une cadence rapide des mêmes démarches, et plus tard pour retarder par des manœuvres dilatoires les négociations autour des réparations exigées par les Turcs à la suite du bombardement de Kyo. Mais en fait, c'est le grand vizir qui lui impose son tempo, le fait attendre indéfiniment quand cela
l'arrange, précipite les négociations quand cela lui convient le mieux, lui envoie quand bon lui plaît des convocations auxquelles il lui est impossible de se soustraire, lui fixe dans le cas de l'affaire de Kyo une deadline dont il ne pourra pas vraiment s'affranchir, et obtient ainsi les résultats qu'il recherche. En outre, Guirag, comme je l'ai dit, mise sur la représentation du futur pour inspirer la peur attachée à la puissance du roi. Mais comme les navires de Duquesne arrivent tard et restent peu, il n'est jamais capable, en fait, d'accréditer cette représentation. À l'inverse, le grand vizir sait l'inciter à un compromis rapide en lui représentant un futur plus immédiat et plus crédible, qui est celui de le jeter dans la prison des 7 tours. Enfin, Guirag échoue à synchroniser les temps. Il prévoit, comme je viens de le dire, de faire agir simultanément les lettres et les navires du roi. Mais outre que le roi n'écrit pas au sultan et que sa lettre au grand vizir n'arrive qu'au bout de 6 mois, les navires de Duquesne ne sont pas au rendez-vous, ce qui provoque l'échec du scénario envisagé. Cette impuissance à synchroniser les temps se confirme ensuite à l'automne 1681, puis en mai 1682, par les négociations consécutives au bombardement de Kyo. De tout cela, on peut tirer 2 conclusions. Au fil des mois, l'à-propos de Guirag ne débouche pas sur le succès. La conquête tant désirée du futur bute sur l'épreuve du présent et sur la réalité de l'événement. Ces déboires tiennent à plusieurs facteurs. Un but d'une grammaire temporelle, en fait, inadaptée. Guirag surestime l'impact de ces menaces pour le futur dont il fait une consommation démesurée, alors qu'il ne peut ni les mettre en œuvre, ni même les rendre crédibles aux yeux de ses interlocuteurs. Il sous-estime la capacité de ces derniers, Mehmet Köprülü en tête, de se projeter dans le futur de façon stratégique. En outre, il se montre dans l'ensemble peu capable d'anticiper sur leur réaction. De ce point de vue, Guirag ne réalise qu'imparfaitement la vertu de prudence, qui est étroitement attachée à ses fonctions, et sans laquelle, comme on le lit dans l'iconologie de Ripa, l'homme ne peut pas récupérer ce qu'il a perdu, conserver ce qu'il possède, ni chercher à obtenir ce qu'il attend. Guirag, en second lieu, se cale beaucoup trop souvent, et en fait presque toujours, sur un espace-temps local. Mais le roi, comme d'ailleurs le grand vizir, raisonne dans un autre espace-temps. Eux ne subordonnent pas le calendrier des opérations navales de Duquesne à celui des affaires du Sofa et de Kyo, mais celui de ces 2 affaires à un agenda européen. Le futur qui les intéresse, l'un comme l'autre, c'est la prochaine campagne des Turcs en Hongrie, ce qui porte Louis XIV à ne pas trop presser la conclusion de l'affaire du Sofa et le grand vizir à ne pas pousser trop loin l'affaire de Kyo. Enfin, la maîtrise des temps, si elle est une affaire de confiance et de prudence, est aussi une affaire de puissance. Or, Guirag n'est pas le maître. Le patron, à Constantinople, est le grand vizir, qui lui impose son agenda et son tempo, et de surcroît n'est pas handicapé comme lui par la distorsion entre les temps des communications. Et du côté français, le maître, c'est le roi, qui lui impose ses temps et qui lui seul est en mesure, si les circonstances lui sont favorables, de les imposer à la partie turque. De façon plus générale, deuxième conclusion, l'interaction entre Guirag et les Turcs relève d'une pratique essentiellement conflictuelle des temps, qui combine la volonté de dominer et le désir de se faire craindre. Cette pratique est adaptée à une manière de négocier win-lose, où il y a toujours un gagnant et un perdant. Faire subir à l'autre l'humiliation et l'anxiété de l'attente. Lui imposer brutalement une accélération qu'il ne désire pas. Le contraindre à un agenda qui va contre ses intérêts. Rester impavide devant ses menaces pour le futur, mais le terroriser avec celles qu'on profère à son intention. Suspendre aussi longtemps qu'on le souhaite le mouvement de son commerce. Déjouer toutes ces tentatives pour vous prendre au piège d'une synchronisation qui vous serait désavantageuse, sont en définitive autant de moyens d'imposer sa volonté,
de faire prévaloir ses intérêts et ainsi de rendre tangible le rapport de force entre les acteurs. Ainsi, il se creuse un double fossé entre le futur que l'on croit voir, que l'on désire et que l'on s'efforce de faire advenir, et l'histoire qu'on subit. Et entre le temps imaginaire de la gloire, dont la réalisation est indue, et le temps de l'expérience, qui, en dépit des efforts consentis pour se rendre maître du temps, consiste souvent en l'épreuve d'un présent sans gloire. Le temps raconté est chez Guirag, comme chez d'autres, le moyen de surmonter cette difficile contradiction. Si les dépêches de Guirag s'inscrivent souvent, comme je l'ai dit, dans l'ordre de la préfiguration narrative, quelques-unes, au contraire, contiennent de véritables et très longs récits et relèvent ainsi de la configuration narrative, qui mise sur l'efficacité de la mise en intrigue. Ces dépêches placées sous le signe du récit sont principalement celles que l'ambassadeur rédige après qu'à 2 reprises, il a été convoqué par le grand vizir pour conclure l'affaire du bombardement de Kyo. D'abord en octobre 1681, puis en mai 1682. Et qu'à chaque fois, il a dû faire des concessions que le roi non seulement n'avait pas permises, mais avait même exclues. Dans ces 2 missives destinées au roi, Guirag rend compte de ces négociations et de leur issue, par l'intermédiaire de récits soigneusement composés, où la fabrique des apparences cède la place à la mise en intrigue d'événements désormais survenus, mais indésirables, et où se lit dans ces dépêches, dans ces récits, une manifeste volonté apologétique. Je me concentrerai ici sur le 2e de ces récits. Dans cette longue dépêche, l'ambassadeur rend compte de la dernière étape de ces négociations autour du bombardement de Kyo. Le résultat est loin d'être entièrement satisfaisant. L'ambassadeur a dû remettre aux Turcs une lettre conciliante du roi, qu'il a en réalité forgée de toutes pièces et que le roi n'a jamais écrite. Il a aussi promis, quoiqu'à titre personnel, un riche présent à titre de réparation. Enfin, il a dû accepter que ce présent prétendument personnel soit augmenté bien au-delà des possibilités d'un simple particulier, puis déposé en cérémonie au pied du sultan, devant quantité de témoins qui l'ont interprété comme un présent du roi de France, humiliant pour sa couronne. Cela, certes, aurait pu être pire, si on compare les dédommagements versés par la France à ceux beaucoup plus élevés estorqués à d'autres puissances, notamment Venise. Ce n'est pas malgré tout un résultat à ajouter à l'enchaînement continuel de faits merveilleux qui fait le temps de la gloire monarchique. Aussi, il appelle une justification, dont la dépêche de Guirag est précisément l'instrument. La dépêche organise le temps des négociations en 2 actes, précédés par une sorte de déclaration de guerre notifiée à Guirag lors d'une visite du grand droguement Mavrocordato au Palais de France, à Pera. Pendant un premier acte, étendu sur plusieurs semaines, la Porte ne cesse de lui envoyer des messages menaçants. Puis, 2e acte, l'ambassadeur est convoqué à la Porte où pendant plusieurs heures, les collaborateurs du grand vizir tentent en vain de lui arracher de nouvelles concessions. Le premier acte prend sous la plume de Guirag les allures d'un siège, au cours duquel il repousse victorieusement tous les assauts dirigés contre lui. Le second, plus court, est de l'ordre de la bataille et se solde par la déroute de l'ennemi. L'un et l'autre se déroulent sur le mode de la réitération. Les Turcs demandent, et pour finir supplient Guirag, mais se heurtent à un mur. L'ambassadeur refuse, et lorsqu'à l'issue de son dernier entretien, il quitte de sa propre initiative la salle dans laquelle il se trouve, il semble n'avoir cédé sur rien. Ce contraste
entre les deux parties se reflète dans la représentation temporelle de la parole, telle qu'elle émerge dans le récit. Celle des ministres du sultan est interminable, mais vaine. Celle de Guirag est royale, c'est-à-dire brève et efficace. L'ambassadeur répond avec une hauteur cassante qui va s'accusant. Ses vis-à-vis tombent peu à peu, de façon inattendue, dans une sorte de suggestion paradoxale. Certes, Guirag fait en cours de route des concessions, mais il a la discrétion de ne pas s'y attarder. Il insiste surtout sur son refus de céder devant les instances renouvelées des Turcs. Il met enfin en scène le contraste entre le moment de son arrivée à la porte, devant une foule de témoins assemblés pour assister à son prochain emprisonnement, et sa sortie triomphale, après avoir mis KO, si l'on peut dire, les ministres de Mehmed IV. Le récit, ainsi, ménage habilement les temps. Il progresse par degrés, en prenant modèle sur les hauts faits du roi, lui-même cible de la déclaration de guerre de ses ennemis perfides et vainqueur de ses mêmes ennemis, dans les sièges comme dans les batailles. À l'intérieur de chacun de ces moments, il s'organise autour d'un déroulement itératif qui s'accompagne, pendant la deuxième étape surtout, d'un renforcement irrésistible de l'un et d'un affaiblissement manifeste des autres. Les choses sont présentées de façon telle, toutefois, qu'à la fin du premier acte, l'ambassadeur, en dépit d'une résistance glorieuse, semble toujours exposé au pire. L'entretien à la porte surgit alors comme l'heure d'un coup de théâtre, par lequel le futur prisonnier, fort de la seule brièveté royale de sa parole, s'impose à des adversaires bavards, mais défaits, et devient à sa sortie l'objet de l'admiration de tous. Le récit, faut-il ajouter, se poursuit pendant un troisième acte, qui a trait à la remise des présents au sultan. Mais cette dernière phase, qui est au fond la plus embarrassante, parce que la plus humiliante, est rejetée dans l'ombre par ce qui précède. De plus, l'ambassadeur la traite de façon doublement paradoxale. D'une part, il affirme que ce ne sont pas les Turcs qui l'ont contraint à cette cérémonie, mais lui qui l'a exigée. D'autre part, il souligne que ce n'est pas lui, l'ambassadeur, qui s'est prosterné devant Mehmed IV, puisqu'il attend toujours son audience d'arrivée, bloquée par la question du sofa, mais bien des membres de sa suite, de sorte que le représentant du roi de France a en définitive obligé le grand seigneur à donner audience à ses domestiques. Ainsi, le récit de Guirag restitue le temps de l'expérience selon une architecture en 3 temps, articulée autour de sa personne, pendant lesquels celui qui, par sa parole, est vraiment le représentant du roi, d'abord résiste, tout en restant menacé. Puis au cours d'un moment qui fait le nœud de l'intrigue, défait l'adversaire et lui dicte ses conditions. Et enfin, tire les conséquences de sa supposée victoire au cours d'une cérémonie où s'actualise le retour à la paix et où la hiérarchie attendue est en quelque sorte inversée, puisqu'il s'agit, comme l'écrit Guirag, non sans une certaine jubilation, de l'audience des domestiques. Le temps dans lequel tout cela s'inscrit est sans contredit le temps de la gloire. Le Mercure galant, qui consacre plusieurs dizaines de pages à ce grand événement, ne s'y trompe pas. La lecture des autres récits à disposition, même favorable à Guirag, fait penser que celui-ci a largement remodelé le temps des événements. Les proches de Guirag, certes, tissent son éloge. Il le pose en héros, qui doit à sa grande âme d'avoir triomphé des épreuves successives suscitées par ses ennemis et d'être ainsi parvenu à une issue aussi glorieuse pour lui que pour le roi. Cependant, tout en vantant son succès, ils le contredisent sur de nombreux points et donnent du cours des négociations une vision plus chaotique que celle qui résulte de la dépêche adressée au roi. Il faut donc craindre
que Guirag n'ait réorganisé le cours de ces échanges et de son entretien final avec les Turcs de façon à conférer à ces événements un enchaînement, un rythme, une fluidité et une cohérence qu'en fait ils n'ont pas vraiment eu, et à donner plus de force persuasive ainsi à la dynamique narrative sur laquelle sa justification s'appuie. D'autres textes vont plus loin. Ils organisent le temps d'une façon très différente de celle à laquelle Guirag a donné sa préférence. Ces textes-là mettent l'accent d'une part sur la prison que Guirag a subie en octobre 1681 et qu'il s'est efforcé d'euphémiser dans sa première dépêche, dont je n'ai pas parlé. Et ils insistent d'autre part sur la cérémonie sans gloire organisée pour finir devant le sultan. Ainsi Rigaud, consul d'Angleterre à Smyrne, assez bien informé par ailleurs, insiste sur la réalité des torts de la France, qui a bombardé injustement la ville de Kyo, indique qu'en octobre 1681, l'ambassadeur, dont d'ailleurs il ne donne pas le nom, a été retenu de force à la porte pendant 3 jours. Il passe ensuite quasiment sous silence les négociations qui font le cœur du récit de Guirag, ne lui attribue à cet égard aucun mérite particulier, mais en revanche s'attarde sur la cérémonie de remise des présents dont le déroulement est détaillé et la verticalité soulignée, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur l'humiliation à laquelle les représentants du roi de France durent se soumettre. Les historiens ottomans sont plus ou moins sur la même ligne, mais sur un ton plus hostile et en insistant par ailleurs sur le rôle des droguements dans la négociation. Enfin, un pamphlet composé par Collier, l'envoyé de Hollande, montre que les négociations autour du bombardement de Kyo admettaient un tout autre récit que celui de Guirag. Cette fois, l'ambassadeur de France n'est pas un héros, c'est un anti-héros. Il ne va pas de retournement de situation en retournement de situation, toujours avantageux et glorieux, d'abord en octobre 1681, puis en mai 1682. Au contraire, il est jeté pendant quelques jours, écrit Collier, dans le trou d'une prison dégradante, puis il s'illustre par une reculade permanente due à son incapacité de porter une parole véritablement royale, et pour finir, il soumet le roi de France, son maître, à une infamante cérémonie qui est, cette fois encore, le moment fort vers lequel toute la dynamique narrative est dirigée. Nul temps de la gloire, donc, mais comme l'écrit Collier, une espèce d'hommage et de pénitence publique. Ainsi, à la pluralité des vues sur le futur, entre lesquelles l'acteur peine à choisir, succède la variété des histoires du passé, sur lesquelles il appartiendra aux lecteurs, puis aux historiens de se prononcer. Guirag, pour sa part, sait qu'il y a peu de chances que la version de Collier l'emporte auprès du roi. Lui-même, pour autant, n'est probablement pas dupe des limites de son récit. Aussi, sa dépêche contient pour finir une longue péroraison dans laquelle il tente de s'exonérer des concessions qu'il a été obligé de faire. En outre, dans les semaines et dans les mois qui suivent, alarmé par l'arrivée tardive d'instructions qui disqualifient tout ce qu'il a fait, l'ambassadeur ne cesse de se livrer à un nouveau siège, celui des ministres et celui du roi, pour obtenir le pardon de ses erreurs, qu'il obtient d'ailleurs. Dans l'ensemble, et pour conclure, l'expérience de Guirag permet de mettre l'accent sur quelques traits distinctifs de sa temporalité d'ambassadeur, qui se retrouvent pour l'essentiel, avec des modalités qui varient, dans le cas des autres envoyés que j'ai étudiés. Pendant le temps de sa mission, l'ambassadeur est enchevêtré dans une multitude de temps qui n'intéressent pas les mêmes espaces, n'avancent pas à la même vitesse, ne progressent pas selon le même rythme, ne se synchronisent pas naturellement, entrent en tension les uns avec les autres, mêlent enfin de façon erratique l'attendu et l'imprévisible, et le mettent au défi d'une continuelle navigation entre les temps. Il est, en d'autres termes, difficile de décrire sa condition temporelle sans faire appel à la notion de pluritemporalité. Mais à l'intérieur de cette pluritemporalité, le temps de l'horloge, dont l'historiographie souligne depuis des décennies l'irrésistible attention depuis le Moyen-Âge, avec des conséquences importantes sur les disciplines sociales, ce temps de l'horloge ne joue qu'un rôle limité.
Dans l'instant présent, quelque intensif que soit l'usage qu'il fait du passé, l'ambassadeur est constamment aimanté par le souci du futur. Une part essentielle de son activité consiste à recueillir des nouvelles du futur, à produire des vues sur le futur, à les renouveler au fur et à mesure que ce futur se déplace, et à se projeter dans des actions futures qui décideront du futur des affaires et permettront la réalisation également future de la gloire royale. Le passé auquel il ne cesse de se référer vaut en premier lieu en tant que clé du futur, et son présent est en quelque sorte un présent pour le futur, où se mêlent l'attente, la spéculation et l'anticipation, et où règnent à des degrés divers la confiance, la prudence et la peur. Dans ce travail, l'ambassadeur ne cesse de se heurter à l'équivoque du présent et à l'opacité du futur. Aussi, il ne peut guère fabriquer que des apparences, que le dévoilement de l'événement viendra peut-être démentir. De ce fait, la correspondance de Guillerag ne doit pas se lire comme un récit continu dont il développerait les différentes séquences jusqu'à conduire son lecteur à un dénouement pressenti, puis réalisé, vers lequel ses lettres convergeraient. Celle-ci se caractérise bien plutôt par la production à l'aveugle de futurs successifs, aussi dénués de suite que d'intrigue, une histoire, en d'autres termes, au risque de l'histoire. Racine, comme je l'ai rappelé, écrivait que les ambassadeurs du roi n'ont qu'à exprimer ses volontés pour réaliser ses fins. S'il en avait été ainsi, Guillerag, comme les autres ambassadeurs, n'aurait pas eu de mal à mettre en accord le temps de l'expérience avec celui qu'il se devait de réaliser de la gloire du roi. La réalité s'avéra différente. L'ambassadeur ne parvint pas, pendant les 6 ans de son ambassade, à se rendre par lui-même maître des temps, ou si l'on préfère des horloges, pour autant qu'il y en eût. Car si la confiance ne lui fit pas défaut, il ne possédait pas en revanche la puissance nécessaire, et sa grammaire temporelle peu adaptée compromettait sa prudence, de sorte que pour finir, au jeu d'une négociation des temps, dont le propre était d'être profondément conflictuel, de constituer un moyen de domination plutôt qu'un instrument de concorde, les Turcs se révélèrent plus forts que lui. Enfin, la temporalité de l'ambassadeur reposait sur un jeu nécessaire entre 3 temps. Le temps imaginaire de la gloire du roi, qui constituait sa nécessaire boussole, mais restait souvent hors de sa portée. Le temps de l'expérience, qui dans sa cruelle réalité le laissait souvent dans l'éloignement et la solitude, le confrontait aux épreuves du présent, à l'incertitude du futur et à l'aléa de l'événement, et surtout l'éloignait dangereusement de la réalisation du temps virtuel de la gloire. Et le temps du récit, temps raconté, configuré de façon telle que la nécessaire mais absente harmonie entre temps imaginaire et temps de l'expérience se trouvait enfin établie au bénéfice de la gloire du roi, mais aussi de la réputation de son ambassadeur, dont l'ambassade deviendrait ainsi une grande ambassade. Je vous remercie. Je crois que je suis censé répondre à des questions s'il y en a. Il ne faut pas vous sentir obligé. Bonjour Françoise Janin. J'ai évidemment des questions, même si elles ne sont pas encore très abouties, parce que moi j'ai un temps long dans la réflexion et dans la production de ma réflexion. Non, la première chose, c'est que je me demandais comment le roi de France réagit face à ces pronostics qui sont démentis souvent. Alors, j'imagine, ils savent lire entre les lignes aussi, et puis ils ont multiples sources d'informations. Est-ce que la valeur de l'ambassadeur, de celui-ci en l'occurrence, dépend de son pronostic, ou est-ce que finalement c'est un jeu vain
On sait que parfois le pronostic est vérifié, et parfois il ne l'est pas. Et c'est le jeu, donc bon, tant pis pour la grande ambassade. Tous les ambassadeurs sont plus ou moins comme ça. En fait, est-ce que ça rentre dans un critère d'appréciation de l'ambassadeur en tant qu'ambassadeur à Versailles? Alors, je ne sais pas si je suis très claire. Non, mais si. Alors, sur la façon dont on voit les choses à l'autre bout de la chaîne, du côté des lecteurs, cette fois, on n'est plus dans la préfiguration ni dans la configuration, et suivre le même lexique dans la refiguration. Donc, comment est-ce que tout ça, finalement, est récupéré, relu et compris? Alors, quand on lit les dépêches qui reviennent à Guirag depuis la cour de Versailles, on n'a pas le sentiment que ces pronostics soient jugés particulièrement inadéquats. Finalement, à la cour, on a l'habitude de recevoir des dépêches d'ambassadeurs qui sont sur le terrain et ils voient les choses évoluer, mais on ne sait pas très bien dans quel sens, finalement. Donc, ils ne peuvent pas tellement s'en surprendre. Et l'impression qu'on a, en particulier, en ce qui concerne la probabilité du siège de Vienne, c'est que pendant longtemps, ils sont d'accord. Au fond, personne n'imagine vraiment que le grand vizir va aller jusque-là. Et ça contribue sans doute plutôt d'ailleurs à renforcer Guirag dans son point de vue qu'à lui faire changer d'avis. Le cas n'est pas unique. J'ai étudié dans mon livre un autre exemple qui est celui du marquis de Lachey-Tardy, qui est ambassadeur à Saint-Pétersbourg, même dans les années 1730-1740, et joue un rôle actif, ou du moins essaye de jouer un rôle actif dans le coup d'État qui va mettre sur son trône la tsarine Élisabeth. Et il communique ses vues à la cour de France, vues qui en fait ne sont pas si exactes que ça. Et la cour de France, dans ses réponses, finalement, le conforte dans les vues qu'il lui envoie. Et on a le sentiment qu'il se forme ce qu'on appelle une pensée de groupe, c'est-à-dire que finalement, chacun renforce l'autre. Et crée une sorte de vérité acquise entre les deux bouts de la chaîne, que les événements, pour finir, n'ont pas forcément confirmé. Alors ensuite, en ce qui concerne le rôle des pronostics dans l'idée qu'on pouvait se faire de Guirag à la cour, ça c'est plus difficile parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments qui permettent de savoir sur quelle base il était jugé. On ne sait pas non plus ce qu'on aurait fait de lui, puisqu'il est mort avant de revenir. Alors ça complique un petit peu les choses. Il n'a pas cessé, pendant qu'il était à Constantinople, de demander d'autres places. Il est à peine arrivé, il commence à bombarder, si je puis dire, le roi, le secrétaire d'État, Senglet, demande, vous savez, j'ai appris que la charge de maire de Bordeaux allait être vacante, et puis d'ailleurs la charge d'intendant de Rochefort aussi, puis si vous pouvez me donner ça, je crois que l'ambassade de Venise va bientôt se libérer, enfin il est toujours aux aguets. Il ne cesse d'être aux aguets que lorsque ça tourne mal, pour le bombardement, pour les réparations du bombardement de Kyo. Là, il a très peur que le roi entre dans un grand mécontentement à la suite de ce qu'il a fait et de ce qu'il a en fait cédé aux Turcs. Et alors là, curieusement, on voit qu'au moment où il craint sa disgrâce, il ne parle plus du tout d'une éventuelle suite. Et non seulement il ne parle plus du tout d'une éventuelle suite, mais comme sans doute il a un peu peur qu'on le rappelle, il multiplie dans ses dépêches des commentaires pour dire qu'il ne faut surtout pas qu'il parte, alors qu'il disait le contraire depuis un certain temps. Et puis dès que les choses s'arrangent, qu'il reçoit le pardon du roi, et hop, il recommence et il dit, vous savez, si l'ambassade à Lisbonne ou à Venise était libre, ne m'oubliez pas. Bon, sauf qu'entre-temps, le roi ayant lu ses dépêches, lui a répondu, il a dit, mais oui, mais effectivement, c'est bien que vous restiez sur place pour tous les arguments excellents que vous avez développés dans vos courriers. Ça, ce sont les aléas des choses. De toute façon, les pronostics ne sont pas le seul sujet sur lequel il pouvait être perçu par la Cour. La Cour lui a demandé, ça c'est un aspect des choses dont je n'ai pas parlé, de transmettre un certain nombre de, je parle dans mon livre, mais je n'ai pas parlé ce soir, transmettre un certain nombre de messages
au grand vizir au sujet de l'attitude qui serait celle de la France si les troupes turques se dirigeaient contre Léopold de Habsbourg. Il l'a fait, il l'a bien fait. La cour lui avait demandé d'agir sur la Transylvanie, les mécontents de Hongrie pour empêcher qu'ils se rapprochent de l'empereur Léopold. Il l'a fait aussi, il l'a bien fait. Enfin, il l'a fait faire, en grande partie d'ailleurs, par le père, un père jésuite qui était avec lui, Bernier, si mes souvenirs sont bons. Donc ces éléments-là aussi ont dû entrer en ligne de compte. À aucun moment on a le sentiment qu'on s'apprête à le rappeler. On laisse souvent les ambassadeurs à Constantinople un certain temps. Ah bah, pardon. Ah, alors, oui, donc deux choses. Comment est-ce qu'on nomme ces ambassadeurs? Il faut bien voir qu'à la fin du règne de Louis XIV, il n'y a pas de carrière diplomatique, il n'y a pas de personnel diplomatique comme il y en aura après. Hein. Donc ce sont des personnages qui partent en ambassade, qui en sont souvent à leur première et dernière ambassade. Pas tous, mais souvent. Les relations à l'intérieur de la cour jouent un rôle tout à fait essentiel. Hein. Saint-Simon dit « Ah mais c'est Madame de Maintenon qui l'a mis à Constantinople, parce qu'il était proche de Madame de Maintenon. » Mais c'est certainement faux, c'est Senglet qui l'a poussé vers l'ambassade de Constantinople, puisqu'il est un des interlocuteurs permanents de l'ambassadeur à Constantinople pour toutes les affaires de commerce, de navigation, de course, et que Guirag est extrêmement lié à Senglet, il est très proche de Senglet. Donc c'est de là que ça vient. Alors ensuite, il est vrai que dès le règne de Louis XIV, par exemple dans la manière de négocier de François de Calière, la question des meilleurs critères pour la nomination des ambassadeurs se trouve posée. Et Calière émet un certain nombre de critères qui devraient être pris en compte, en particulier l'expérience politique, la connaissance des affaires, la capacité de s'exprimer, etc. Alors, de ce point de vue-là, Guirag, il n'a pas d'expérience diplomatique, mais il ne manque pas complètement de préparation non plus, parce qu'il a été pendant plusieurs années avant rédacteur de la Gazette de France, donc il est quand même assez au courant de ce qui se passe et des affaires de l'Europe. C'est mieux que rien, d'une certaine façon. Et par ailleurs, c'est un homme qui a des capacités de contact, d'éloquence, de persuasion qui sont tout à fait évidentes. Après, Calière dit que l'une des mauvaises raisons pour nommer un ambassadeur, c'est de nommer quelqu'un qui a consommé tout son bien et qui, en quelque sorte, va à l'ambassade pour se refaire, ce qui n'est pas d'ailleurs une très bonne idée. Alors évidemment, Guirag, de ce point de vue-là, c'est pas un exemple parfait, puisqu'il est poursuivi par ses créanciers depuis des années quand il part pour Constantinople. Et d'une certaine façon, partir aussi loin, c'est se mettre à l'abri de ses créanciers et ne plus être dans l'obligation de demander des lettres d'État qu'il arrache en général à Senglet et qui empêche ses créanciers de continuer leur poursuite contre lui. Donc, bonnes et mauvaises raisons selon les critères, mais qui sont des critères qui ne sont pas reconnus par tout le monde à cette époque-là, qui sont énoncés par Calière. C'est le point de vue de Calière. Vous posiez une deuxième question, me semble-t-il. Alors, l'ambassade est très personnelle. L'ambassadeur part avec sa suite, donc son secrétaire, ses gentilshommes, ses gentilshommes d'ambassade, ses domestiques au sens strict du terme, son chapelain, et il emmène tout ce monde avec lui. Et l'ambassade, c'est ça. Et quand il s'en va, tout le monde s'en va. Alors, Constantinople, à cet égard, est un peu une exception. Et c'est un peu une exception à cause de la présence des droguements, c'est-à-dire des interprètes entre la porte et l'ambassadeur, qu'un général ne sait pas
le turc. Et ces personnages-là, les droguements sont beaucoup plus stables. Eux, ils ne partent pas avec l'ambassadeur, ils n'arrivent pas avec lui. Donc, ils constituent un élément de continuité. Mais pour le reste, l'ambassade, oui. Alors, si on essayait de bien décrire les choses, il y a l'ambassadeur et sa suite qui arrivent et qui vont repartir, et qui, à première vue, sont l'ambassade. Il y a à Constantinople les droguements qui sont un élément de continuité. Et puis en fait, il y a tout un réseau d'intermédiaires, d'espions, de contacts qui sont là. Et qu'en fait, on se repasse un peu d'ambassadeur en ambassadeur, alors qui ne sont pas l'ambassade, mais qui sont des relais nécessaires pour l'action de celui qui en est provisoirement le titulaire. Ben, on est loin, bien sûr, des ambassades permanentes qui vont apparaître, des ambassades permanentes qui vont exister plus tard sous forme de services organisés indépendants des titulaires successifs qui sont chargés de les diriger, avec tout un personnel qui est nommé indépendamment de la volonté de l'ambassadeur lui-même. Ça, on n'en est pas encore là. Loin de là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me demandais si vous aviez pu remarquer des évolutions ou des différences dans le rapport entre temps et diplomatie entre le XVIe siècle et la fin de l'époque moderne. Alors, il est difficile, je pense, de voir les choses uniquement sous l'angle du temps. Il faudrait aussi les voir sous l'angle de l'espace, parce que la perception du temps, l'attitude par rapport au temps, au même moment, n'est pas forcément la même partout. Dans mon livre, j'ai par exemple souligné, à partir de travaux existants d'ailleurs, Bertrand Hahn, John Eliot, Silvio De Franceschi, comment finalement, entre français et espagnol, l'appréciation du temps, la confiance dans l'avenir se présente de façon extrêmement différente. Entre 1550, en gros les années 1550, ils conduisent à la paix de Cateau-Cambrésis et la guerre de 30 ans. Donc il y a du côté français, au moment des traités de Cateau-Cambrésis, Bertrand Hahn le montre très bien, un manque de confiance dans l'avenir qui se traduit par une certaine précipitation, une fébrilité dans l'action. Et du côté espagnol, c'est le contraire. Et puis, De Franceschi montre très bien qu'à l'époque, dans Henri IV, ça se renverse. Ça se renverse et c'est du côté français que s'affirme et s'affiche une confiance dans l'avenir, la mission du roi à l'échelle de la chrétienté considérée dans son ensemble, et qui s'accompagne d'une autre façon de négocier qui est ennemie justement de précipitation. Et puis, Eliot montre très bien comment Richelieu et Olivares, un livre qui est tout à fait classique, incarnent deux rapports radicalement opposés au temps, à la fois en termes de confiance vis-à-vis de l'avenir et de façon finalement de se comporter temporellement dans les négociations. Donc je pense qu'on ne peut pas voir les choses uniquement sous l'angle d'une périodisation, il faut les voir aussi au même moment dans l'espace et dans la différenciation entre les différents acteurs, ce qui évidemment dans l'instant est le plus important. Hein. Les négociateurs de l'époque de François Ier ne vont pas négocier avec ceux de l'époque de Louis XV. En revanche, les négociateurs français de l'époque d'Henri II négocient bien avec les négociateurs espagnols de l'époque de Philippe II, puisqu'ils règnent en même temps. Voilà. Alors après, est-ce qu'on observe une véritable évolution dans le temps? Je pense que, et là je vous réponds un peu de chic, je pense qu'il y a des temps certainement qui passent. Par exemple, le temps de la gloire, qui est très central, qui est très important dans les lettres et dans la pratique de Guy Grag, c'est un temps qu'on ne va pas retrouver dans les lettres du marquis de la Chais-Tardy, qui est écrit au milieu du règne de Louis XV, 60 ans plus tard. Je pense, si vous voulez, la façon dont les temporalités se construisent, oui, elle évolue certainement avec le temps, parce que tous ces temps, ils sont daté. Alors, il y en a un qui reste toujours, c'est le calendrier, mais c'est pas le plus intéressant. Voilà.
Les deux. Les deux. Alors, ou bien l'ambassadeur remet ses dépêches à l'ambassadeur de Venise. Et l'ambassadeur de Venise les remet au courrier de Venise, qui passe, en fait, qui traverse les Balkans jusqu'aux Bouches du Kotor, si mes souvenirs sont bons, puis là, ça part par bateau pour Venise. Route qui est possiblement la plus sûre, mais pas certainement la plus sûre, parce qu'il y a des brigands dans les Balkans, et que donc on peut perdre en route les lettres qu'on a confiées au messager, si le messager est dévalisé. Et puis l'autre voie, c'est de faire usage de barques marchandes qui circulent entre Marseille et Constantinople. Il arrive souvent d'ailleurs que l'ambassadeur retarde le départ d'une barque pour que la barque puisse charger des plis qu'il a envoyés à la cour. Là encore, c'est pas sûr, parce que si le bateau est pris par les corsaires, évidemment, les dépêches n'arriveront jamais à destination. Il y a une troisième voie en période de crise qui, je crois, est quelquefois utilisée par Guirag, c'est d'envoyer les lettres par terre jusqu'à Smyrne, et là de prendre une barque pour Marseille. De toute façon, ça ne va pas vite. Ça ne va pas vite du tout, et c'est extrêmement aléatoire. Et il est très fréquent que les réponses n'arrivent pas avant 6 mois, si ce n'est plus. Lorsque Guirag, en octobre 81, est retenu en fait contre sa volonté à la Sublime Porte, obligé de céder finalement aux demandes du grand vizir, même si c'est avec une certaine prudence, il écrit immédiatement une longue dépêche à la cour. Et au mois de mai suivant, quand il est à nouveau convoqué par le grand vizir, il n'a aucune réponse. D'octobre à mai, c'est quand même passé pas mal de temps. Et après encore, il écrit à la cour en disant « Moi, je n'ai aucune nouvelle depuis le mois d'octobre, et donc je ne sais pas, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je devais faire. Et je n'ai aucune indication sur la volonté du roi. » Puis évidemment, pour finir, il arrive des instructions qui ne sont pas exactement conformes à ce qu'il a fait. Alors il est dans un état de désespoir profond, de grande inquiétude, d'où le roi finit par le sortir encore quelques mois plus tard. Mais avec l'affaire de Kyo, le commerce est pratiquement suspendu. Donc les communications sont extrêmement difficiles et lentes en fait. Il envoie ses courriers à Smyrne. De Smyrne, on les fait passer sur les navires de la flotte du Caine. Du Caine arrive à les faire passer à des barques marchandes qui sont au large. Et puis on arrive comme ça à Marseille. Ben, ça va pas très très vite, hein, pour autant que ça arrive à destination. Et en fait, le roi a des nouvelles, mais il a des nouvelles par d'autres voies que les dépêches de l'ambassadeur. Parce que c'est arrivé plus vite par d'autres canaux. Oui, merci pour votre conférence. J'avais une question. Est-ce que chez cet ambassadeur en particulier, ou chez ses proches, il y a un souci de transmettre transmettre quelque chose à la postérité au-delà du roi? Parce que vous évoquiez le temps du récit quand l'ambassadeur narre embellit un peu la fluidité des événements pour redorer son image auprès du roi et ainsi faire de son ambassade une grande ambassade, si j'ai bien compris. Mais est-ce que du coup, lorsque ses proches font son éloge, il y a un souci au-delà du temps du roi, d'un temps encore plus long qui crée la postérité? Merci. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Dans une de ses dépêches, Guirag indique, je ne sais plus quel contexte, il renonce à écrire ses mémoires. Bien. Ben, il écrit quand même des dépêches. Et il ne peut pas ne pas savoir que les dépêches des ambassadeurs à cette époque-là sont souvent publiées après leur mort. Au XVIIe siècle, encore à la fin du XVIIe siècle, on publie beaucoup de recueils de dépêches. Donc il sait très bien que ça peut se produire. Pour autant, je pense que son premier souci, il est dans le temps court. Il est dans le temps court parce que l'enjeu immédiat pour lui, c'est de se justifier et d'éviter la disgrâce du roi.
Donc je pense que c'est ce qui commande la rédaction de sa dépêche. Après, est-ce que l'idée lui est complètement étrangère qu'un jour, ces dépêches pourraient se trouver rassemblées et publiées? Ça, je n'en ai pas la preuve, et il n'est pas impossible que ça lui ait traversé l'esprit. Il n'aurait pas eu tort, d'ailleurs, parce que les dépêches, une partie des siennes et de son successeur Girardin, ont été publiées, effectivement, pas assez peu de temps après, par Donneau de Visé. Hein. Donc oui, c'est une idée qu'il a pu avoir, même si on ne peut pas savoir s'il l'a eue. Moi, j'ai des toutes petites questions très, très pratiques, si j'ose dire. Peut-être que je lis trop les lettres de la princesse Palatine et que je vois bien qu'à l'époque, on ouvrait les lettres et il y avait des cabinets noirs. Est-ce qu'il arrivait, est-ce que c'était possible qu'une lettre partie de Paris, j'imagine scellée, arrive à Constantinople sans avoir été ouverte par des parties prenantes qui pouvaient avoir intérêt à falsifier, à imiter? Vous voyez, je suis très romanesque là-dessus. Et je crois avoir vu à Venise une machine à décoder, parce qu'il me semble que les Vénitiens codaient leur courrier à la Sérénissime, mais peut-être que c'est un peu après, je n'en sais rien. Mais donc, est-ce qu'il arrivait qu'on code oui. Les lettres? Elles étaient codées, ces lettres? Une partie des lettres est en chiffres, effectivement. Hein. Alors, il n'y a pas, dans la correspondance de Guirac, il n'y a pas d'indication sur des interceptions où il y aurait eu la certitude que ces lettres ont été ouvertes, etc. Lorsque les lettres partent par la voie de mer, sont chargées sur une barque d'un négociant français et continuent tranquillement jusqu'à Marseille, le risque qu'elles soient ouvertes n'est pas énorme. Lorsqu'elles partent par terre, qu'elles sont confiées aux messagers de Venise, qu'elles vont arriver à Venise et être remises à l'ambassadeur de France à Venise et à les transmettre à la cour, là, c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qui se passe. C'est l'une des raisons pour lesquelles les points les plus sensibles sont en chiffres dans les lettres de Guirac comme dans les lettres de quantité d'autres. Hein. Mais après, ce qui se passait à Venise, je ne sais pas. Hein. Je crois que vous... Juste quelques observations. D'abord et surtout pour vous remercier de ce que vous nous avez appris et du goût que vous nous donnez de lire votre ouvrage, évidemment. C'est tout à fait passionnant et sans doute très nouveau, même pour des gens qui ont travaillé dans ce métier. Donc vraiment, merci et félicitations. Je crois que la notion du temps, il est très difficile de l'apprécier aujourd'hui par rapport à ce qu'était la notion de temps ou les notions de temps dans l'histoire. Mais alors sur un plan pratique, puisque l'un de nous a posé la question sur la durée des trajets, moi je me souviens avoir fait une petite enquête dans nos archives sur les relations entre Versailles et Moscou, ou Nijni Novgorod, mais enfin c'était plutôt Moscou, avant Pierre le Grand, c'était 1 mois de trajet. On a les dates de départ de la lettre, de la dépêche, la date d'arrivée de la dépêche, l'ambassadeur répond dans les 24 heures, et ça repart en sens inverse, mais au total, minimum 2 mois pour avoir une réponse à une question ou à une instruction qui aurait été accomplie. Et d'autre part, il me semble que quelque chose qui différencie tout à fait en termes de temps et de mission ces époques-là de l'époque plus contemporaine, enfin du 19e et surtout du 20e siècle, c'est la notion de connaissance. On allait dans ces pays, quand on envoie un ambassadeur à Moscou ou à Constantinople, on n'a rien comme background, rien. Et vous avez énoncé quelques intermédiaires, les dogmanes. Moi, je pensais aussi beaucoup aux consuls sur lesquels on s'appuyait. Il y a une très importante correspondance de
des dizaines de consuls que l'on avait répandus dans l'Empire ottoman, et donc qui alimentaient un petit peu la connaissance, mais dans l'ensemble, la connaissance était extrêmement médiocre, d'autant qu'il n'y avait pas d'archives. Les archives diplomatiques commencent simplement au début du XVIIIe. Hein. Jusque-là, on ne gardait pas les papiers, ou comme ça a été dit, chacun les gardait pour soi. Donc c'est un univers professionnel, si je peux dire, complètement ahurissant par rapport à ce que deviendra la diplomatie. Les seuls qui donnaient un très bon exemple, y compris en termes de correspondance conservée, c'est les nonces. Ouais. C'est vraiment les modèles de diplomates, et au demeurant, ils ont, dans l'ensemble, remarquablement traversé les siècles en termes de qualité de leur correspondance et de leur vue. Et de notre côté, que ce fût un royaume ou une république, c'était quand même beaucoup plus de l'amateurisme et de la courtisanerie. Oui, je crois que la rupture en termes de communication et donc finalement de temporalité des ambassades, c'est le télégraphe. Lorsque le télégraphe apparaît, on change de monde. On change de monde puisque les échanges à travers les continents peuvent prendre 24 heures, 48 heures. Donc c'est plus du tout pareil. Et l'autonomie des ambassadeurs, évidemment, se réduit considérablement, puisqu'ils peuvent demander des instructions tout de suite et les obtenir, si on veut bien les leur donner. Donc ça, je pense que c'est une rupture majeure. Là, on est dans la... Je pense que là, de ce point de vue-là, du point de vue d'une histoire du temps de la diplomatie, la rupture, c'est pas la révolution, c'est pas la création des ministères des Affaires étrangères, c'est pas l'apparition du corps diplomatique, c'est le télégraphe qui va complètement changer la communication, et qui d'ailleurs va susciter des réactions très négatives dans un premier temps de la part de nombreux ambassadeurs qui vont y voir une perte d'autonomie par rapport à leur situation antérieure. Ça c'est un point tout à fait clair. Alors ensuite, c'est vrai que les ambassadeurs de cette époque-là n'ont pas les mêmes capacités de s'informer avant leur départ que l'ambassadeur de l'époque présente. Constantinople, c'est pas ce qu'il y a de pire, parce que malgré tout, effectivement, vous l'avez dit, il y a les droguements, il y a les consuls, il y a tout un réseau sur lequel on peut s'appuyer. Malgré tout, les ambassadeurs, avant de partir, Guy Rague aussi d'ailleurs, même si on n'a pas beaucoup d'éléments, ils s'informent quand même. Ils s'informent, ils essayent par contact, par courrier, en retrouvant des correspondances, un certain nombre d'éléments. On a une étude très intéressante là-dessus sur un ambassadeur anglais à Constantinople qui est à peu près contemporain de Guy Rague, qui est William Trumbull, qui a été étudié par Jean-Paul Gabrial, et on a des archives à Trumbull, et on voit qu'avant de partir, il s'informe. Il s'informe et il arrive malgré tout à Constantinople avec des idées déjà assez étendues sur ce qu'il va trouver. Et effectivement, Rome est très bien organisée. Il y a aussi Venise. Venise est très très bien organisée très tôt, ça c'est clair. France, c'est avec c'est à partir de la fin du XVIIe siècle, la création du dépôt des affaires étrangères. Enfin, c'est pas à vous que j'affronte ça, que petit à petit les choses se mettent en place. Oui. Avant, c'est plus compliqué, ça c'est certain. Très bien. Je crois qu'il n'y a pas de dernière question. Ah oui. Oui, on peut utiliser les marchands, bien sûr. Oui, généralement plus ou moins les mêmes. Oui, effectivement. Bien. Merci.